Si je résume ce que j'ai cru entendre depuis hier matin, nous avons deux adversaires, ou plus exactement, il y a deux adversaires du social au sens large. L'un qu'on appelle souvent le néolibéralisme, qui est finalement l'espèce de mouvement qui a tendance à détruire du social dans beaucoup de pays, dont le nôtre, depuis quelques dizaines d'années, et l'autre qui nous préoccupe beaucoup en tant que l'idée des droits de l'homme, qui est l'extrême droite. Et l'extrême droite et d'une manière plus générale, disons, les gens qui prospèrent sur le malheur social, et il y en a quand même pas mal. Et donc, puisque nous avons cette sensation qu'il y a deux adversaires du social, ça veut dire qu'on a besoin d'une double alternative, d'une alternative par rapport à ces politiques de régression du social qu'on subit depuis un certain temps et par rapport au risque que représente l'extrême droite en termes démocratiques. Depuis 24 heures, hier après-midi et ce matin, nous avons fait ce que j'appellerais un peu l'inventaire des malheurs du social. Nous n'avons pas fait que ça, parce qu'heureusement, on a eu des gens qui nous ont nourris avec des interventions riches, mais malgré tout, le paysage secteur par secteur, droit du travail, protection sociale, services publics, redistribution, il comporte beaucoup de zones qui ne sont pas très rassurantes. Et donc, il fallait faire ça, parce qu'il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui ne va pas bien. Mais l'idée, c'est que même si nous sommes riches de ça, et il faut bien prendre conscience des ombres au tableau, il est temps de faire un peu de place maintenant à ce qui peut donner des raisons d'espérer ou de voir des choses qui bougent, des choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, parce que sinon, on va être dans une sorte de dépression nerveuse collective qui me paraît dangereuse. Ce n'est pas notre genre. Donc, on va essayer de parler innovation sociale, enrichissement des formes d'action, de lutte, de négociation, diversification des acteurs. C'est un peu ça qui nous avait été demandé pour cette dernière table ronde. Si vous avez eu la chance de vous lever assez tôt pour entendre Marion Fontaine ce matin, moi c'est mon cas et j'en suis absolument ravi, on a entendu des choses extrêmement intéressantes puisqu'elle parlait des sources historiques finalement du social, et elle a très bien mis en lumière de manière très pédagogique la façon dont il y a des dynamiques historiques qui ont régénéré le mouvement social à différentes époques de notre histoire. Elle l'a très bien montré il y a un siècle, sous la Troisième République, mais il y a sans arrêt cette espèce de réinvention, d'enrichissement, de relance du mouvement social, et évidemment, sur le moment, ça n'apparaît pas très bien. Avec son talent d'historienne, elle nous a bien montré, rétrospectivement, à quel moment on avait vu arriver de nouveaux acteurs, de nouveaux champs. Elle a même parlé de la fameuse loi sur les retraites ouvrières de 1910. Je me suis dit, bon, tu n'as pas la parole, mais je me rappelais que c'est le premier combat de la Ligue des droits de l'homme, de la jeune Ligue des droits de l'homme. Francis de Pressensé a engagé la Ligue des droits de l'homme dans le combat pour la retraite ouvrière. C'est la première fois qu'on travaillait avec des syndicalistes, il y a un peu plus de 100 ans. Donc, on voit bien a posteriori qu'on a pu passer à de nouveaux combats, mais sur le moment, aujourd'hui, je ne veux pas paraphraser Musset, mais je crois qu'il disait nous marchons au milieu des décombres et des jeunes pousses. Évidemment, on voit plus les décombres, hein. On voit plus ce qui s'est écroulé et on a du mal à voir les jeunes pousses. Mais il y en a aussi. Donc il faut qu'on essaye de repérer ce qui ne se voit pas forcément, mais ce qui est aussi des possibilités d'avenir. Mais en même temps, nous n'allons pas tomber dans cette espèce de caricature, les anciens, les modernes. Il faut choisir entre les gens qui sont là depuis longtemps et puis les tout nouveaux, tout beaux, etc. Bien sûr que non, on ne va pas faire ça. On a besoin aussi d'expérience, on a besoin de mémoire et on a besoin de lutte. Même de lutte défensive, parce qu'il faut aussi résister quand c'est vraiment vital. Donc on a à la fois besoin de s'appuyer sur une histoire longue et sur des organisations qui sont porteuses depuis longtemps de ces dynamiques, et aussi de prendre en compte les renouvellements, les nouveaux acteurs, les nouvelles formes d'action. C'est donc une sorte de complémentarité entre ce que j'appelle la longue histoire et puis l'énergie sociale qui toujours se renouvelle et prend de nouvelles formes. Et voilà pourquoi cette table ronde associe ce que j'appellerais des organisations de longue histoire et des jeunes pousses. Alors, les jeunes pousses, voilà, elle a le Covid, la jeune pousse. Donc bon, enfin, elle est là quand même. J'essaierai de porter sa parole. Donc, nous avons à la fois, au titre des organisations syndicales, Olivier Guivard pour la CFDT, Laurent Brun pour la CGT. Nous avons aussi Jérôme Voiturier, qui est directeur général de l'UNIOPS, avec qui on a aussi une longue histoire de dialogue. Et puis, au titre des émergences, nous avons demandé à Jean-Louis Laville de parler des évolutions et des mutations de l'économie solidaire, parce qu'il en est vraiment, on peut dire, le spécialiste, ou un
principaux spécialistes, et donc de montrer à quel point ces dynamiques existent, et finalement à quel point le paysage n'est pas figé, même si on a toujours tendance à se dire on voit surtout ce qui décline. Et on avait demandé donc à Chloé Layet, qui est une juriste qui travaille dans Notre Affaire à tous, je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ce qu'est Notre Affaire à tous, c'est un regroupement d'associations qui lance des actions juridiques avec un certain succès d'ailleurs, soit contre l'État par exemple pour faire condamner l'inaction écologique, soit contre des entreprises, etc. Donc c'est une nouvelle forme d'action qui est utile aussi comme complément d'action autre. Voilà. Alors, ça, c'est les intervenants. Dernière chose, puis je me tais, pour éviter qu'il y ait des tunnels et des monologues trop longs, nous avons convenu ensemble de thématiser un peu, c'est-à-dire de travailler en 3 temps, rapidement. Un premier temps qu'on a appelé les champs de lutte et de renouveau, dans lequel on va donner la parole aux organisations qui ont vraiment une continuité dans l'histoire de ça, c'est-à-dire aux organisations à la fois syndicales et puis de protection sociale en ce qui concerne l'UNIOPS, et puis ensuite un temps sur les émergences, et à la fin, on prend une demi-heure pour que les uns et les autres, en 5 minutes, donnent leur point de vue sur la démocratie sociale et la citoyenneté sociale, parce que c'est quelque chose qui me semble vraiment très important du point de vue de la Ligue, et c'est au fond là que se joue la question de l'avenir, des renouvellements et des raisons d'espérer si c'est possible. Donc si on peut se mettre d'accord là-dessus, je voudrais qu'on commence par cette espèce d'inventaire de ce qu'on a appelé les champs du social. J'ai mis une petite touche personnelle, j'avais demandé aux intervenants si ça leur est possible de parler notamment de l'aspect articulation territoriale, c'est-à-dire comment on fait dans des organisations qui sont importantes et qui depuis longtemps, pour articuler le niveau national, le niveau local, éventuellement le niveau européen, comment on fait pour gérer ces dynamiques. Et donc, on fait ce premier temps de 3 interventions, puis ensuite on parlera un peu de ce qui émerge et des nouveaux acteurs. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, alors on va faire de manière assez simple, je ne veux surtout pas qu'il y ait de problème de hiérarchie, on va faire dans un ordre, puis après dans l'ordre inverse, comme chacun pourra parler comme il le souhaite. Donc je vais peut-être demander d'abord à Olivier Guivard si c'est possible, et puis à Laurent Brun ensuite pour les organisations syndicales, et tout à l'heure en inversant à l'ordre des présentations, et ensuite à Jérôme Voiturier pour l'UNIOPS de nous dire à la fois ce que c'est que le social en dehors de l'État, puisque nous disons le social dans quel État. Le social, c'est pas que l'État, il y a le service public, mais il y a aussi les syndicats, les associations qui font de la protection sociale, etc. Et donc, ce qu'est le social hors l'État avec ses articulations territoriales. J'étais trop bavard, mais Olivier Guivard, voilà. Ça marche, je pense, oui. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. On va faire comme ça. Là, vous m'entendez mieux? C'est vrai. Eh bien, merci pour votre invitation. Je vais quand même le mettre un peu comme ça, sinon je ne vois plus mes notes. Merci pour votre invitation. Alors, en effet, pour ne rien vous cacher, donc je suis un homme, mais je représente Marie-Lise Léon, notre secrétaire générale à la CFDT, et donc j'ai une chef, et je la représente. Donc, si elle avait pu se libérer, ça aurait permis effectivement de moins genrer cette table ronde. Et donc je vous prie d'excuser mon genre, et je ferai au mieux en tant qu'homme. Alors la question est assez vaste, et nous avons essayé cette semaine de voir ensemble comment on pouvait apporter une parole syndicale. Donc je vais vous dire un certain nombre de choses. Ça sera peut-être décousu, mais ça permettrait peut-être de garder cet angle assez important pour pouvoir éventuellement aborder d'autres sujets plus précisément en fonction des questions que vous vous poseriez. Je ne sais pas s'il y a un temps de questions, pas forcément. On va essayer. Après, je serai disponible à la fin de la séance. Alors, déjà, c'est important de se dire que le syndicalisme, en tout cas tel que la CFDT le promeut, c'est un syndicalisme qui analyse la société et qui, une fois qu'elle analyse la société, essaye d'apporter des réponses justes en fonction aussi de ses orientations, de ses valeurs et de son projet de société. Mais il faut partir du réel. Et je pense que ça a été dit depuis hier, la société telle que nous la vivons aujourd'hui connaît un certain nombre de fractures, connaît des inégalités,
Et ces fractures et ces inégalités risquent, sinon c'est déjà à l'œuvre, risquent d'être accentuées par la transition environnementale, par la transition écologique, alors que le projet de société de la CFDT, qui est partagé avec d'autres, c'est une transition juste et solidaire. C'est possible, c'est à notre portée, mais il faut avoir conscience que nous vivons dans une société qui, pour le moment, connaît surtout des inégalités qui s'accroissent et des fractures. Ces inégalités, ces fractures, elles provoquent, j'imagine que vous êtes revenu aussi depuis hier sur ce sujet, donc j'y vais rapidement et avec des raccourcis, mais ce sont des fractures et des inégalités qui provoquent un sentiment de déclassement, qui provoquent une forme de sentiment de vulnérabilité, du ressentiment, de la colère. Les études démontrent que en une année, par exemple, le sentiment de colère apparaît de manière plus importante. Je vous passe les chiffres que j'ai par ailleurs, mais c'est vraiment un sentiment de colère qui domine et qui prend de l'importance. Peut-être aussi parce que nous avons vécu une année très particulière et assez conflictuelle, en tout cas pour ce qui est du premier semestre. On y reviendra. Sentiment aussi d'invisibilité, donc de la vulnérabilité, du ressentiment, un sentiment de déclassement, de l'invisibilité. Ce n'est pas bon pour une société où on voudrait plus de vivre ensemble, et on voudrait plus de paix, d'harmonie. Et finalement, le risque, c'est qu'il y ait, en plus d'une crise sociale, en plus d'une transition qui a du mal à se faire selon des principes justes, le risque, c'est qu'il y ait finalement aussi une forme de crise politique, une crise démocratique. Et on y reviendra, je pense, tout au long de cette table ronde. Ce que peut apporter le syndicalisme, et en particulier la CFDT. Puisqu'une fois qu'on a analysé ça et qu'on a partagé un certain nombre de constats, et je pense que le diagnostic est assez bien partagé par les organisations progressistes, par des organisations qui souhaitent évidemment du vivre ensemble, qui souhaitent le moins d'inégalités possible, le moins de discrimination possible et un élargissement des droits. Que pouvons-nous faire? Nous avons une réponse en 3 temps ou 3 terrains de jeu que je vais très vite aborder. On s'est donné 10 minutes, c'est ça, à peu près. Donc je vais commencer par le premier terrain, qui est le terrain que vous connaissez sans doute le plus quand vous entendez parler de la CFDT. C'est le terrain au plus près du travailleur et de la travailleuse. C'est le terrain de l'entreprise et de l'administration. Disons que c'est un terrain de jeu que le syndicalisme connaît le mieux, puisqu'il est né dans l'entreprise et dans les administrations. Et donc, il s'agit d'organiser les travailleuses et les travailleurs, de faire en sorte qu'ils puissent s'émanciper, qu'ils puissent participer en fait à la vie de l'entreprise ou à la vie de l'administration, qu'ils puissent faire entendre leur voix et qu'ils puissent peser sur les décisions. Alors, c'est là où on ne peut pas rentrer dans les détails, mais évidemment, nous souhaiterions qu'il y ait plus de codétermination, nous souhaiterions qu'il y ait plus de voix données aux travailleurs et aux travailleuses, et on peut avoir évidemment des résistances. C'est tout l'objet du syndicalisme, c'est de faire en sorte que par le rapport de force et aussi par les propositions concrètes, les revendications, la capacité à argumenter, qu'on peut essayer de convaincre, ou en tout cas d'inverser la tendance et de faire en sorte qu'on puisse avoir des résultats, atteindre des objectifs. Donc le terrain de l'entreprise et de l'administration, j'y reviendrai sur la partie extrême droite, si on peut avoir un petit focus sur notre lutte contre l'extrême droite, mais c'est un terrain qu'évidemment nous n'allons pas abandonner et qui est le terrain le plus naturel. La deuxième action possible, et qui a aussi des résultats, surtout ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle le paritarisme, la négociation interprofessionnelle entre le patronat et les organisations syndicales. Je trouve que c'est un exemple positif
pour cette table ronde où on cherche quand même à se donner du baume au cœur, où on essaye de se dire que nous pouvons agir et comment se donner du pouvoir d'agir. Eh bien, au-delà de l'action qu'on peut mener dans l'entreprise et dans les administrations, c'est le paritarisme qui peut offrir aux acteurs sociaux la capacité d'agir. Je pense par exemple aux négociations qu'on peut avoir sur l'assurance chômage ou sur demain l'emploi des seniors. Hier, nous nous sommes mis d'accord, enfin, façon de parler, avec le patronat sur le partage de la valeur. Bref, on a un certain nombre de sujets dans l'agenda social qui peut être autonome. De plus, c'est avec cet agenda que nous pouvons négocier avec le patronat et obtenir des résultats qu'il convient, bien sûr, de faire vivre sur le terrain que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire le terrain de l'entreprise et des administrations. Et donc ce paritarisme-là, c'est quelque chose auquel la CFDT tient beaucoup, et nous en reparlerons dans la troisième partie de cette table ronde, donc je fais un peu de teasing, mais c'est la question de la place de la démocratie sociale. Mais j'en parlerai tout à l'heure, puisqu'on a un temps consacré à ça, mais j'y reviendrai. Parce que c'est vraiment très important de se dire qu'il n'y a pas que le niveau de l'entreprise pour agir syndicalement. Je le dis d'autant plus parce que le président de la République actuelle, lorsqu'il s'était présenté lors de son premier mandat, donc quand il avait fait campagne en 2016, j'ouvre une parenthèse, mais il faut connaître cette information pour bien comprendre pourquoi nous tenons à ce niveau-là. En 2016, le candidat à l'époque, il était candidat, avait très ouvertement expliqué que pour lui, le syndicalisme, c'était au niveau de l'entreprise et qu'il n'avait pas légitimité à avoir un projet de société, à avoir des revendications interprofessionnelles qui pouvaient avoir un impact sur le budget de l'État, qui pouvaient avoir un impact sur le contrat social que les citoyens passent avec l'État et ses administrations. Et même au niveau de la branche, il y avait des interrogations. On pouvait se demander s'il laissait aussi une part de légitimité au niveau des branches, c'est-à-dire la négociation des conventions collectives, des accords collectifs à un niveau sectoriel. Pour la CFDT, il était évident que pour ce qui est de maintenant et pour l'avenir, nous avons le terrain interprofessionnel, la négociation interprofessionnelle qui doit se maintenir, et c'est pour ça que nous avons un agenda social autonome avec le patronat et que nous avons demandé des négociations sur d'autres sujets où là, c'est le gouvernement qui nous invite à négocier, même si c'est nous qui insistons pour y être invités. Et par exemple, dans les semaines à venir, nous allons négocier l'emploi des seniors, la question de la reconversion professionnelle, la question de l'usure professionnelle, etc. C'est concrètement du pouvoir d'agir aussi, parce que on va parler de droit, on va parler de l'avenir en fait des travailleurs et des travailleuses, de leur parcours professionnel, et quand on connaît la place du travail dans la vie, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc nous allons négocier avec le patronat sur ces aspects-là. Un document d'orientation a été envoyé par le gouvernement cette semaine. C'est donc quelque chose qui est à l'œuvre. Et c'est d'autant plus important dans la période que nous démontrons finalement au gouvernement et au président de la République qu'il y a une légitimité pour les organisations syndicales à peser sur des grands choix de société, que sont l'emploi des seniors, la reconversion professionnelle, l'évolution des parcours, et qu'il est tout à fait légitime de négocier avec le patronat et ensuite, si nous nous mettons d'accord, d'inviter le législateur à transcrire dans la loi les mesures que nous aurions négociées. C'est un élément déterminant de l'action syndicale et de ce pouvoir, en fait, de ce pouvoir d'agir. Alors nous avons une troisième manière d'agir dans la société pour répondre à la question. C'est le terrain qui nous dépasse un peu
et qui nous fait dire que à la CFDT, certes, nous pouvons agir là où nous avons l'habitude d'agir, mais nous avons besoin des autres. Et c'est pourquoi nous avons créé le pacte du pouvoir de vivre, qui est une forme d'alliance de 60, à peu près 60 associations. L'idée, c'est de ne pas créer une organisation, mais une alliance de manière à pouvoir profiter de l'expertise des uns et des autres dans la complémentarité. La CFDT a certes un projet de société, mais elle veut le partager, et nous savons bien que sur certains sujets, nous n'avons pas l'expertise, ou nous n'avons pas l'ancienneté d'action, ou nous n'avons pas beaucoup de militants engagés et de responsables. Et dans ces moments-là, nous pouvons nous associer avec d'autres et, par exemple, signer des tribunes, s'engager dans des plaidoyers, intervenir auprès des politiques et dans la société en général et vis-à-vis des médias. Cette alliance, elle vit depuis 2016-2017 et au fur et à mesure des années, donc ça s'est étoffé. On est aujourd'hui une 60aine d'associations. C'est une manière d'agir dans la société et d'essayer d'influencer les décideurs, ceux qui nous gouvernent et ceux qui font la loi, par exemple. Donc ce pacte du pouvoir de vivre, je le dirai tout à l'heure dans l'articulation démocratie sociale, démocratie politique, le pacte du pouvoir de vivre est une manière d'utiliser d'autres moyens pour des actions qui dépassent le simple périmètre soit de l'entreprise, de l'administration, de la branche, la convention collective qui régit un secteur professionnel, et même du monde interprofessionnel, du monde du travail, donc du paritarisme. Alors j'aurais pu aussi parler de toutes les actions que nous pouvons mener pour préserver la protection sociale ou pour préserver un certain nombre d'autres droits, mais pour essayer de partager la parole et parce que ça sera tout à fait possible pour mes collègues d'aborder ces sujets. Donc on ne peut pas parler de tout en 10 minutes, mais j'avais vraiment comme objectif d'expliquer ces 3 terrains d'action où nous pouvons agir, où nous agissons et où nous avons évidemment besoin de nous renforcer et de travailler en complémentarité. Merci beaucoup. Et je passe tout de suite la parole à Laurent Brun pour la CGT avec la même approche et la même attente. Merci. Je vais essayer d'être aussi rapide. Bon, d'abord, dire qu'effectivement, nous sommes dans une période réactionnaire. Vous avez, dans vos travaux, abordé un certain nombre de sujets. Cette période, pour nous, elle est caractérisée par l'attaque d'un certain nombre d'outils. Les organisations syndicales, par exemple, disposaient des comités d'entreprise qui avaient un droit d'intervention, qui avaient aussi une forme de gestion sur les activités sociales. Et ces comités d'entreprise ont été éloignés de la relation directe avec les salariés par les dernières réformes, et notamment la réforme Macron. La gestion paritaire, elle est attaquée également, parce qu'effectivement, nous pouvons obtenir des choses dans la négociation paritaire, mais aujourd'hui, l'État nous conteste de plus en plus le fait de discuter librement, entre guillemets, avec le patronat, et nous impose de plus en plus des feuilles de route, des contraintes, des obligations qui font que la négociation est déjà pratiquement faite avant d'avoir commencé, et il faut développer des trésors de bataille, par exemple ce qu'on a réussi à faire dernièrement sur Agir Carco, pour sortir du carcan dans lequel l'État essaye de nous enfermer. Il y a une véritable volonté des pouvoirs publics, d'ailleurs, de gommer ce mode de gouvernance-là dans les institutions. Les associations, vous devez le savoir, elles sont évidemment fragilisées par des exigences de gestion par projet, qui fait que pour obtenir des subventions, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus complexe, et donc ça éloigne un certain nombre d'associations, on va dire, artisanales de cette capacité-là. Et le dernier grand champ dans lequel le syndicalisme intervient aussi, même s'il n'en est pas
nécessairement le premier acteur, c'est le mutualisme qui est très largement attaqué. Et le mutualisme attaqué par également les interventions de l'État, que ce soit dans la gestion, au travers des taxes, au travers des transferts, au travers des obligations de réserve, mais aussi au travers de choses comme par exemple les contrats groupes qui permettent aux employeurs de choisir les opérateurs et donc les salariés n'ont plus le choix eux-mêmes de s'auto-organiser dans des mutuelles. Donc globalement, tout le droit à s'organiser et à agir collectivement, il est très largement attaqué. Ça, c'est pas le résultat de la faute à pas de chance ou d'individus qui seraient particulièrement méchants par rapport à d'autres. C'est une recherche de défense d'intérêt, parce qu'on voit que dans cette période, il y a évidemment des gens qui retirent un intérêt de cette situation. Et ça, évidemment, c'est essentiellement les grandes fortunes et un certain nombre d'acteurs économiques dans ce domaine-là. Le patronat, du coup, cède moins dans cette logique de rapport de force, et le gouvernement, lui, n'écoute pas. Parce que si on n'était pas dans une logique de rapport de force, si on était dans une logique démocratique, évidemment, ce qui s'est passé pendant le conflit des retraites ne se serait pas passé. L'écrasante majorité de la population contre un projet de réforme, des mobilisations et des démonstrations de ce soutien à cette opposition à la réforme, et malgré tout un gouvernement qui utilise tous les leviers, y compris qui écarte la représentation parlementaire par tout un tas de stratagèmes pour empêcher les référendums, pour empêcher les votes à l'Assemblée, etc., etc. Donc on est, selon l'analyse de la CGT, dans un rapport de force, et évidemment, dans ce rapport de force, il y a des choses aussi positives. Mais il faut quand même noter que le solde, entre guillemets, pour l'instant, n'est pas en notre faveur. Et c'est ce qui caractérise la période réactionnaire. Dans cette confrontation, donc, quels sont nos points d'appui ? Nos points d'appui, c'est essentiellement notre ancrage local et justement les batailles locales qu'on va pouvoir mener sur tout un tas de sujets. Il y a un véritable bouillonnement de luttes au niveau local, des luttes pour les salaires, des luttes pour tout un tas de choses. Et on le voit quotidiennement. Vous avez des citoyens qui peuvent aussi se mobiliser contre la bétonisation d'un square, par exemple, dans leur ville, des citoyens qui peuvent se mobiliser pour la défense du gamin sans papier qui est dans l'école de leur fils ou de leur fille, des citoyens qui peuvent se mobiliser sur les salaires, je l'ai dit, sur leur site, et puis sur d'autres domaines, la défense de l'hôpital du coin, la défense de l'école, etc., etc. Mais en même temps, des citoyens qui, spontanément, ne vont pas répondre, dans un premier temps, aux mots d'ordre nationaux sur les mêmes sujets. Parce qu'ils considèrent que ces mots d'ordre nationaux sont soumis à tractation politique, qu'ils sont soumis à des enjeux qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas forcément de capacité d'intervention là-dessus. Et donc l'avantage énorme de la lutte locale, c'est que, en tout cas pour ce qui concerne les salariés, ils maîtrisent immédiatement les revendications, ils maîtrisent immédiatement et très directement les négociations et le produit de sortie des négociations. Et également les actions choisies pour mener la bataille. Donc c'est notre énorme avantage et c'est dans la période, je pense, quelque chose qu'il faut beaucoup mettre en avant. La CGT essaye de développer cette logique-là en mettant en place une coordination nationale des luttes locales. Il y en a beaucoup en ce moment, des luttes un peu symboliques, les Val-d'Une, les Calcia, les Condat ou d'autres, et puis des luttes un peu plus anonymes, on va dire, mais toutes ces luttes-là, elles sont extrêmement importantes, et la caractéristique principale, c'est qu'on ne les voit pas, ces luttes. Quand vous allumez la télévision, quand vous écoutez ou que vous lisez les médias, vous n'avez aucune espèce de connaissance, très peu en tout cas, de ces multiples batailles. Or, ça donne une image de la société qui est finalement, personne ne se bat. Il n'y a que moi qui suis mécontent. Il n'y a que moi qui ai envie d'agir. Et puisqu'il n'y a que moi qui ai envie d'agir, je n'agis pas. Puisque évidemment, si je suis tout seul et si je suis isolé, je ne le fais pas. Donc l'importance de mettre en avant les luttes locales, de leur donner une visibilité nationale, elle est extrêmement puissante pour nous, puisque le premier frein à l'engagement syndical, en tout cas c'est ce que les sondages disent un peu, c'est l'absence de grandes victoires. La dernière grande victoire pour les syndicats à l'échelle, on va dire un peu globale, c'est 95. Ça fait pratiquement une trentaine d'années. Ce qui veut dire qu'il y a toute une génération qui n'a jamais connu de grande victoire nationale. Et par contre qui a connu plein de conflits sur lesquels il y a recul, où il y a
moitié de recul, on va dire, mais qu'on ne caractérise pas comme une victoire. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important pour nous, mobiliser sur les luttes locales. Évidemment, ces luttes locales, elles peuvent avoir une portée extrêmement importante. On a un certain nombre de batailles qui aboutissent, par exemple, à la création de SCOP, et des scopes qui montrent que les salariés peuvent gérer leur entreprise, que les salariés peuvent développer leur activité économique et que ça se maintient. On a l'exemple des SCOPTI qui tiennent depuis 8 ans. Hein, c'est pas des déjeuners de soleil, hein, ça peut tenir dans le temps et qui continuent à exister dans le périmètre. Ça a été une bataille contre Unilever, l'une des plus grandes multinationales de l'agroalimentaire, hein, donc c'est pas non plus rien du tout. Et puis des scopes qui se développent aussi dans les derniers temps. On a eu les CMM qui ont été créés suite à la lutte des Prestalis contre la casse de la distribution de la presse ou d'autres qui sont menées. Donc ces luttes locales, elles sont importantes politiquement pour mobiliser des gens, pour leur faire intégrer un certain nombre de processus et un certain nombre de démarches, et puis elles peuvent avoir des résultats concrets extrêmement importants. Mais évidemment, elles butent sur des limites, les cadres économiques, les cadres des politiques publiques, et qui sont là des cadres nationaux, et donc évidemment, il faut à un moment donné faire le lien entre le local et le national. C'est le rôle de ce que nous organisons sous forme de campagne, c'est-à-dire des sujets qui vont essayer de rassembler un certain nombre de ces luttes locales. Dans les campagnes actuelles que nous allons lancer, il y en a 2 principales, et puis d'autres qui sont plus pérennes, on va dire. D'abord, un grand plan syndical pour l'environnement, parce que nous considérons qu'effectivement la question environnementale, et ça je pense que c'est tout le monde qui en est conscient, est extrêmement vivace dans la tête des citoyens et des salariés aussi. Elle a un impact positif parce que, évidemment, les gens veulent préserver l'environnement, mais elle peut avoir aussi un impact négatif parce qu'elle sert beaucoup d'auparavant aux restructurations d'entreprises et aux fermetures d'entreprises. Et donc, il faut traiter ce sujet, et il faut le traiter, à notre sens, sous l'angle syndical aussi, puisque pour transformer l'appareil productif, l'appel au savoir-faire du salarié, l'appel à sa maîtrise de son outil de travail, de ses compétences, doit être central. Il n'y aura pas d'autres personnes que les salariés qui sont les mieux à même de déterminer comment doit évoluer leur travail pour préserver l'environnement et comment ils peuvent justement utiliser leur travail pour améliorer l'environnement, préserver l'environnement. Donc ça, c'est le premier sujet. Pourquoi un plan syndical pour l'environnement? Parce qu'il nous semble que d'abord, il faut mobiliser nos collectifs de travail, mobiliser nos collectifs syndicaux sur ce sujet-là, que ça les irrigue dans ces luttes locales dont je parlais, de manière à ce qu'ensuite on puisse construire des passerelles avec d'autres acteurs, parce qu'évidemment, ensuite, il faut se confronter à l'extérieur, à la société civile, aux associations du quartier, aux usagers des entreprises, et puis aux citoyens de manière générale sur les attentes de la population par rapport à l'économie. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la protection. Parce qu'il y a une vraie crise aujourd'hui, il y a un discours public qui imprègne toute la société sur la justice, sur les valeurs positives de l'entreprise, et en même temps, il y a des pratiques qui sont de plus en plus violentes et antisociales. Et ça, c'est vrai dans la bouche des entreprises comme dans la bouche de l'État. Il y a de plus en plus de discours positifs et de plus en plus d'actions qui, au contraire, renvoient à l'individu, à sa capacité à se débrouiller, et donc de moins en moins de protection. Ça crée une vraie interrogation sur le sens du travail. Et il nous semble qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés, et c'est pas vrai seulement que dans l'encadrement, beaucoup de salariés se posent la question du sens de leur travail, du rôle du travail dans la société, du rôle du travail dans la vie. Et ça, il faut y répondre. Et le sujet sur lequel nous souhaitons y répondre, c'est poser la question justement de la finalité du travail et de la protection des salariés. Et donc, nous souhaitons reprendre un peu, à l'occasion de l'anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, la logique de protection tout au long de la vie, en lui mettant les caractères d'aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas de nouveaux problèmes qui se posent, qui n'existaient pas, ou en tout cas qui n'étaient pas forcément abordés il y a 80 ans, et donc qui vont se poser aujourd'hui. Donc plan de protection de la naissance à la mort, comment on fait en sorte que les salariés et les citoyens soient protégés dans tous les aspects des accidents de la vie, comme on peut dire. Ça passe, évidemment, ça recoupe les grands sujets, le chômage, la maladie, etc., mais ça recoupe aussi beaucoup d'autres éléments. Donc ça, c'est la deuxième campagne que nous voulons mener et qui est sur la base de ces luttes locales. Évidemment, les campagnes au long cours, c'est la lutte contre l'extrême droite, c'est les questions de paix, puisque ça traverse aussi l'actualité, et puis ça s'impose à nous. Quelques points très rapides. Premièrement, dans la bataille
pour multiplier ces luttes locales et leur donner une perspective nationale, la question de l'unité est maintenant systématiquement posée. Et je pense que c'est une des leçons de la mobilisation sur les retraites, ce qui a beaucoup favoriser la mobilisation, c'est l'unité totale des organisations syndicales. Ça, c'est pas un sport facile, c'est un sport difficile, puisqu'il y a plein de raisons de se diviser, quelles qu'elles soient, hein, des histoires personnelles, des divergences idéologiques, des calendriers différents, bon, il y a plein de logiques pour se diviser. Il nous semble qu'on a réussi à faire l'effort de dépasser ces éléments-là, de les gérer. C'est-à-dire de ne pas se dire qu'il n'y avait pas de désaccord, il y en avait des désaccords, mais de les gérer, et de les gérer, non pas en disant ça, on l'écarte et on n'en parle plus, mais en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre les buts pratiques qui nous sont communs. Et donc on a véritablement des objectifs concrets. Le deuxième élément que je voulais rajouter, c'est la question de l'échelle européenne. Parce que passer du local au national, c'est déjà compliqué. Passer à l'international, ça l'est encore plus. Au niveau européen, nous sommes très facilement capables de nous mobiliser contre une directive, par exemple, de la Commission, puisque nous identifions chacun dans nos pays les dangers qu'elle représente par rapport à la réglementation de nos pays ou à la législation de nos pays, mais nous avons énormément de difficultés à passer à l'offensive. Parce qu'avoir des revendications communes, ça suppose d'abord d'avoir des références communes. Or, là, on a une manifestation le 12 décembre, j'en fais la pub au passage, à Bruxelles, pour tous ceux qui veulent y aller contre l'austérité. Et bien concrètement, les mots d'ordre sont contre l'austérité, mais qu'est-ce qu'on revendique? C'est compliqué. Pourquoi? Parce que la structure des salaires n'est pas la même d'un pays à l'autre, la structure de la protection sociale n'est pas la même, le contenu qu'on met dans les services publics n'est pas le même. Et donc il faut qu'on se construise des références communes, c'est un sujet auquel on va s'atteler dans l'avenir pour aller à l'offensive. Et le dernier point, c'est les outils numériques, où je pense qu'il y a des expérimentations aujourd'hui, et on est traversé, organisation syndicale, par ça aussi, des outils de dialogue, des outils compris d'échanges hors marché, commerciaux, enfin non commerciaux, etc., qui sont construits au travers de ces outils. Je dois bien avouer que nous sommes très très en retard sur le sujet, mais je pense que c'est un sujet, les outils collaboratifs dont il faut s'approprier, avec une analyse des contradictions, parce que ces outils-là sont aussi les outils qui ont permis notamment de fragiliser la science pendant la période du Covid, de développer les idées d'extrême droite, etc. Et donc il y a vraiment à réfléchir comment on s'approprie ces trucs-là pour en faire quelque chose de positif. Voilà, très, très rapidement. Merci beaucoup. Je suis désolé de regarder un petit peu la montre. Voilà. Merci pour ces deux interventions, parce qu'on voit bien à quel point les grandes organisations syndicales sont préoccupées par cette question d'articuler différents niveaux. Je passe tout de suite la parole à Jérôme Voiturier pour l'UNIOPS, parce que le social hors l'État, c'est les solidarités professionnelles, enfin, qui partent du professionnel éventuellement pour s'élargir, dont on vient d'entendre parler, mais c'est aussi un énorme champ de protection sociale autres que les administrations et les administrations publiques. Et donc, c'est très important pour nous de ne pas oublier cette dimension-là. Je le dis d'autant plus que je peux rappeler amicalement que Jérôme est aussi chez lui en tant que ligueur, je crois. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Non, ça marche bien, c'est super. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Magnifique. Bonjour à tous, à tous. Et en effet, je suis là à la fois en tant que directeur général de l'UNIOPS. Vous ne m'entendez pas? C'est bon. Voilà, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Non, encore mieux, merci. Non, mais je vais le tenir. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. En effet, à titre personnel, ligueur, mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis là aujourd'hui, directeur général de l'UNIOPS. Je reviendrai un peu ensuite, dans la présentation, pour vous dire un peu d'où je parle. Monsieur le Président, vous avez commencé la table ronde en disant qu'il fallait positiver ou réenchanter. J'ai craint de ne pouvoir vous apporter un élément très positif ou de réenchantement du monde social. Nous étions, quand je dis nous, c'est mon voisin de gauche et moi-même, nous étions avant-hier et hier aux Journées d'économie autrement à Dijon, avec de nombreux débats, et dont l'une des conclusions était de dire qu'il fallait réenchanter le monde, proposer une alternative. On a encore beaucoup de travail. J'avais prévu de faire une intervention en un temps, puis une lecture cette semaine m'amène à faire un deuxième temps. Premier temps, en quoi les associations pallient l'absence de services publics ou de rôle de l'État.
Et puis un deuxième temps que je n'avais pas prévu au départ, mais une lecture, je vous reviendrai dessus, me donne aussi un deuxième sujet sur en quoi le néolibéralisme influe directement sur l'activité du secteur associatif. Mais avant tout, je voulais quand même présenter l'UNIOPS pour vous dire à peu près d'où je parle et peut-être une différence avec mes deux interlocuteurs précédents. L'UNIOPS, c'est une union, et non pas une fédération, une union des associations de solidarité. Quand on dit solidarité, mon président Daniel Goldberg essaye toujours de définir le nombre de secteurs que l'on embrasse, et on en oublie toujours un. Protection de l'enfance, accueil de la jeune enfance, personnes en situation de handicap, personnes âgées, hébergement, lutte contre l'exclusion, et donc tous les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Créé en 1947, alors je ne vais pas remonter à 1947, mais pour une raison assez simple, et vous allez comprendre pourquoi ça a un intérêt dans le débat, c'est que la structure se crée à un moment où se crée la sécurité sociale d'État, pour le dire simplement. Et c'est plutôt au départ une réunion de structures qui ont très très peur de la création de cette sécurité sociale et de voir disparaître tout un secteur associatif, mutualiste, confessionnel à l'époque, qui déjà à la fin du 19e siècle prennent en charge la question sociale, les questions sociales. Certains diraient la charité, mais en tout cas les questions sociales. Donc voilà, on a plutôt au départ un élément très défensif par rapport à l'État et paradoxalement peut-être, en tout cas je ne sais pas si paradoxalement c'est le bon terme, mais au fil de l'histoire de plus de 70 ans, on est à la base, quand je dis on, UNIOPS et ses adhérents, et je vais y revenir, on est à la base de la CMU, du RMI, et on est très certainement, hier j'avais un directeur de CPAM en débat à Dijon, et je lui disais que paradoxalement le secteur associatif était certainement le plus ardent défenseur d'un secteur d'État, d'une protection sociale d'État socialisée et solidaire que l'État faisait petit à petit disparaître, ce qu'il a modérément apprécié. Donc nous regroupons les structures du monde de la santé, Médecins du Monde, nous regroupons les structures du handicap, APF France Handicap, du logement, le SOLIA. Voilà, on a plus de 100 adhérents. Et par ailleurs, on a un réseau d'URIOPS, Union régionale, et ça a une importance dans ce que je vais dire sur la construction du plaidoyer et comment on peut agir localement. Donc ça, c'est la première présentation. Deuxième point de ma fenêtre aussi qui me semble important, c'est que c'est une structure apolitique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me sens pas habilité ou légitime pour vous dire comment combattre l'extrême droite de ma place. Non pas, je rassure tout le monde, bien sûr, il n'y a aucune accointance, aucune sympathie, quel qu'il soit, ou tout ce qu'on peut imaginer avec l'extrême droite, mais on a un rôle, en tout cas, on ne peut pas être en capacité d'avoir un discours politique au sens partisan au sein de l'UNIOPS. Débat assez... On peut avoir un débat dans les conseils d'administration, mais en tout cas, on a cette ligne de conduite. Néanmoins, je vous rassure, on s'est fixé une règle qui est de n'avoir aucun contact, aucune sollicitation avec l'extrême droite, où qu'elle fût, que ce soit au Parlement ou que ce soit dans les territoires, ce qui nous pose d'ailleurs des questions. Il y a certains territoires, je pense à certains territoires en Hauts-de-France, je pense à certains territoires en Occitanie, où malheureusement les associations doivent avoir des contacts avec les décideurs publics et il n'y a que des responsables du Rassemblement national. Donc ça pose un vrai sujet, comment on peut continuer à travailler. Voilà, un peu pour la présentation de l'UNIOPS. En quoi les associations pallient ou se substituent au pouvoir public? Moi, je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple, c'est la période Covid et la période de confinement. Ce dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que les pouvoirs publics, et ça peut se comprendre, après ça peut s'accepter, c'est un autre sujet, mais ça peut se comprendre, se sont trouvés dans une grande surprise. Et donc on a eu beaucoup de non-réponses des pouvoirs publics, qu'ils soient au niveau national ou qu'ils soient au niveau des régions. Je pense aux ARS, je pense aux conseils départementaux. Et tout simplement, les associations, elles ont innové. Elles ont innové pour faire des masques, des équipements de protection individuelle. Elles ont innové pour, bien souvent, pardon pour l'expression, en allant chercher ces masques et ces équipements au cul des camions.
Elles ont innové aussi parce que la responsabilité des dirigeants des secteurs associatifs, d'accueil de personnes âgées, dépendantes, d'accueil de personnes en situation de handicap, d'accueil de jeunes enfants, n'était absolument pas pensée. Est-ce que je dois, en tant que directeur d'établissement, permettre l'accueil des familles, des personnes que j'accueille, au risque de faire rentrer le Covid? Ou est-ce qu'au contraire, je ferme mon établissement, je confine mon établissement complètement, au risque d'avoir des personnes qui sont dans les établissements qui n'ont plus aucun lien social? Ça, c'était un impensé. Un impensé et que donc les acteurs associatifs qui dirigent ou qui gèrent des établissements ont dû gérer. Pour beaucoup, lorsqu'on discute avec la DGS, la DGCS, Direction Générale de la Santé, pardon, Direction Générale de l'Offre de Soins, beaucoup nous disent heureusement que les assos étaient là pour la période Covid, parce que l'État a été submergé. Donc c'est en effet voilà une des actions que les associations mènent. Les associations, deuxième point, elles sont aussi, elles pallient l'absence ou de non-réponse des pouvoirs publics. Il y a en ce moment, j'imagine, vous êtes au courant, une grave crise de la protection de l'enfance. J'aurais dû dire aussi, dès le départ, une grave crise du secteur associatif, une grave crise des politiques sociales. Je ne veux pas être trop négatif, mais la question, moi, ça fait 7 ans que je suis directeur général de l'UNIOPS. Jusqu'à il y a un an et demi, la question des associations, c'était comment je finis mon année. Tous les interlocuteurs que je rencontre à l'heure actuelle, c'est est-ce que je continue ou pas. En gros, on est devant un risque endémique d'avoir de fermeture d'établissements du secteur associatif, et je m'intéresserai, enfin, je reste au secteur associatif et je n'irai pas sur d'autres secteurs, qui prend en charge, je rappelle les chiffres, 97% de la lutte contre l'exclusion est associative en France. 45% de la prise en charge des personnes en situation de dépendance est associative en France. 72% de la prise en charge du handicap est associative en France. Et je pourrais multiplier les exemples. On est devant un risque d'avoir des structures associatives qui ne continueront pas leur activité. Et donc, que fait-on des personnes qui sont accueillies et accompagnées? Pardon pour le tableau un peu noir. Donc, protection de l'enfance, j'y reviens. Lorsque les conseils départementaux qui doivent placer les enfants sous mandat judiciaire n'ont pas de place, que fait-on des enfants? Eh bien, le secteur associatif, au risque, malgré la responsabilité pénale et civile qui peut être engagée, prend en charge les enfants en surnombre dans ces établissements. Parce que les mômes, pardon pour le terme, je vois que je monte dans les tours, donc je vais descendre un peu. Donc les mômes, ils sont sans solution, et le vendredi soir, j'ai encore eu un exemple il y a peu de temps, le vendredi soir, à 20h, on appelle les assos en leur disant on a un môme, on ne sait pas où le mettre, on fait quoi? Et bien le directeur, au risque de se mettre en risque, pardon pour la redondance, prend le môme en surnombre. Troisième, et c'est peut-être le troisième point sur lequel les associations apportent aussi, on est des lieux d'innovation que l'État ne peut pas faire, pour maintes raisons. L'innovation, je pense aux tiers-lieux, je pense aux lieux de médiation, je pense à des actions qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui maintiennent le lien social. J'aime beaucoup le titre du dernier rapport du Conseil d'État qui s'appelle « La politique du dernier kilomètre ». La politique du dernier kilomètre, dans beaucoup de circonstances, ce sont les associations qui l'assument. Et autre référence aussi, voilà, il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais été amené à rencontrer un ancien Premier ministre, dont j'ai un trou de mémoire, le maire du Havre. Merci, ça va me revenir tout de suite. Enfin, vous avez compris. Pardon. D'accord. Bon, voilà. Qui nous disait, les associations, vous connaissez le grain fin du terrain. Voilà, on est en capacité aussi d'adapter les solutions de manière beaucoup plus immédiate, beaucoup plus efficiente que les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics ont des structures. Je ne critique pas les pouvoirs publics, puisque j'en viens aussi. Donc, voilà, je connais à la fois les avantages et les limites. Et cette capacité d'adaptation, elle est importante pour les associations. Mais ce qui va me permettre de faire la transition avec la deuxième partie, cette capacité d'adaptation, elle est aussi remise en cause à l'heure actuelle. Et là, c'est le néolibéralisme ou le New Public Management, appelons-le comme on veut, qui
qui sont en train de modifier totalement les rapports des associations à cette capacité d'innovation. Depuis un certain temps, on voit émerger, mon voisin de droite l'a cité, de nouveaux rapports de subvention, on va dire, des pouvoirs publics vis-à-vis des associations. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, les pouvoirs publics estimaient que dans notre rôle, même dans notre rôle critique, parfois, nous avions une légitimité et un intérêt, une efficacité, un rôle à jouer, et donc subventionner les associations comme l'UNIOPS, comme la Fédération d'acteurs de solidarité, comme éventuellement la Ligue des droits. Je vais faire très court, je finis bientôt. Et donc, nous finançons. Maintenant, on est passé à un autre mode de financement, une multiplication, ce qu'on appelle les appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, qui ont deux conséquences. La première conséquence, c'est d'abord une concurrence exacerbée entre les associations. Et la deuxième conséquence, c'est que la capacité d'innovation des associations n'est pas reconnue dans ces appels à projets. Donc, on est de plus en plus en difficulté pour pouvoir faire ces innovations. Par ailleurs, on voit apparaître de plus en plus, et les scandales l'ont montré, le développement d'une concurrence d'un secteur privé lucratif. On l'a vu dans l'indépendance, on a vu les affaires Orpea et autres, on le voit petit à petit dans la protection d'enfance, dans l'accueil du jeune enfant, et on voit sur les deux derniers livres qui ont été écrits. Mais aussi, cette concurrence, elle est pas libre et elle est assez, assez déstructurante pour nous. Et puis, je vais couper un peu pour finir bientôt, ce néolibéralisme a aussi des conséquences directement dans l'organisation même des associations. C'est une concurrence directe, c'est une conséquence directe, sur deux aspects. Le premier, c'est que j'avais pas imaginé en arrivant à l'UNIOPS que un des postes les plus nécessaires maintenant, ce serait d'avoir un chargé de mission qui serait dont la responsabilité serait de regarder les appels à projets, d'aller voir en gros partout où est-ce qu'on peut aller chercher du financement. Il y a une culture de la recherche de financement, des postes de recherche de financement, en lien aussi avec des chaires qui se sont développées à l'ESSEC, à HEC, d'avoir de plus en plus de fundraisers, pour utiliser un terme anglo-saxon. Et le deuxième impact que ça a directement, c'est que on est aussi sur un développement de plus en plus important de la comptabilité analytique. Alors c'est très bien en soi, paraît-il. Et simplement, moi je me refuse, c'est un débat que j'ai en interne, je me refuse à estimer que il faut que je regarde la rentabilité de nos plaidoyers politique par politique pour savoir à laquelle je priorise par rapport à d'autres. Donc, vous voyez, dans l'ADN ou dans le fonctionnement même de l'association, ce néolibéralisme ou ce New Public Management, enfin, appelons-le comme on veut, nous pose un vrai sujet sur la marche et la marche à suivre et l'activité que nous devons avoir dans la défense des plus précaires. Merci. Je suis conscient du fait que je presse un peu tout le monde. J'en suis désolé, c'est juste pour garder un petit temps d'échange à la fin. On va passer au deuxième aspect des choses, c'est-à-dire à la question de savoir ce qui émerge en termes d'acteurs et de nouvelles formes d'action. Je vais tout de suite donner la parole à Jean-Louis Daville, que je n'ai pas tellement besoin de présenter. Il est professeur au CNAM, titulaire de la chaire économie solidaire, mais c'est surtout quelqu'un qui a une connaissance de longue date des évolutions de l'économie sociale et solidaire. Donc, sur cette question de ce qui bouge et de ce qui peut émerger, merci de nous éclairer. Merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je vais repartir de ce que était la question initiale, c'est-à-dire nous avons deux adversaires, néolibéralisme et extrême droite. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas deux déclinaisons du même adversaire ? Parce que, en fait, pour avoir lu, c'était une épreuve assez éprouvante, mais avec attention les deux grands auteurs, les théoriciens du néolibéralisme, à savoir Hayek et Friedman. Moi, ce que j'y ai découvert, c'est que le projet néolibéral n'est pas un projet économique, c'est un projet anthropologique de restructuration de la société autour de la primauté de la concurrence. Et ce qui est écrit chez Hayek, par exemple, c'est il convient de limiter la démocratie. Donc la démocratie, pour lui, doit être endiguée parce qu'elle a pris trop de place. Il s'agit d'éliminer, dit-il, je cite, la solidarité, cette illusion
hein, puisque pour lui, les plus faibles sont à éliminer. Et il a deux ennemis, Hayek, quand même, qu'il désigne très fortement dans ses écrits, je pense en particulier au tome 3 de sa grande œuvre, les syndicats et les associations. Donc en fait, à la fois, il veut réduire le périmètre de l'intervention publique, qui, selon lui, fait qu'il y a des entraves à la concurrence et donc à la dynamique économique, mais il souhaite également que les syndicats soient cantonnés à des rôles extrêmement réduits, hein, ça renvoie un peu à ce qui était dit tout à l'heure, et les associations également doivent être, selon ces termes, restreintes à un tiers secteur qui permettra, à moindre coût, de faire que les pauvres ne se révoltent pas. Donc ce projet, il est extrêmement clair. Et si on revient au 19e siècle et aux années 30, en fait, on constate qu'il y a malheureusement un cycle auquel, je crois, nous sommes encore confrontés aujourd'hui. Il y a des différences importantes entre le libéralisme et le néolibéralisme. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais on pourra en discuter. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on commence toujours dans le premier cycle libéral par un éloge du marché et de la concurrence, hein, comme si ça devait régir toutes les relations sociales. Comme ça ne marche pas, le marché, si j'ose m'exprimer ainsi, eh bien, on passe à une deuxième phase qui est l'adjonction au marché de la philanthropie. Et je pense qu'il faut aussi voir le rôle que joue aujourd'hui, singulièrement depuis 2008, le retour de la philanthropie. On ne compte plus les rapports qui dénoncent le retard philanthropique de la France, hein, et qui veulent remplacer la solidarité par la philanthropie. Et le troisième temps, c'est celui, comme ça ne marche pas même avec la philanthropie, c'est celui de l'autoritarisme, soit endossé par les acteurs libéraux eux-mêmes, soit relayé, comme dans les années 30, par des démagogies d'extrême droite. Hein. Donc nous sommes dans ce temps-là, nous sommes dans le risque du passage au néolibéralisme autoritaire ou à la démagogie d'extrême droite. Et c'est là-dessus que beaucoup d'analyses sont centrées, et c'est très important de se rendre compte que nous sommes dans une situation d'une extrême gravité. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent avec vous, c'est que ce paysage, ce n'est que la moitié du monde. L'autre moitié, et cette autre moitié, il faut que nous arrivions ensemble à la sortir de l'invisibilité, c'est que sur tous les continents aujourd'hui, il y a une révolution invisible qui est l'augmentation inédite des initiatives citoyennes. Et ça, je crois qu'on peut le voir, là encore, dans différents contextes. Moi, je travaille beaucoup avec le Brésil. Aujourd'hui, l'économie solidaire au Brésil, c'est 2 millions de personnes, hein, qui arrivent à trouver un travail décent, par exemple des femmes dans l'agroécologie, hein, et de multiples autres expériences pourraient être citées. Mais je vais citer juste 3 exemples en France. Les régies de quartier, ce sont des associations qui, dans les quartiers populaires, ont mis en place des associations qui sont à la fois celles des habitants, celles des bailleurs sociaux et celles des municipalités, avec l'idée que la meilleure expertise pour entretenir et réparer le quartier, ce sont les habitants eux-mêmes. Et ce n'est pas des entreprises qui interviendraient de l'extérieur. En juin, le Comité national de liaison des régies de quartier a réuni plusieurs milliers de personnes à Paris venues des quartiers populaires. Quelle est l'organisation aujourd'hui qui, en France, est capable de réunir 3 à 5 000 personnes venues des quartiers populaires pour discuter ensemble de ce qu'il convient de faire aujourd'hui face à la gravité des situations que nous évoquions? Autre exemple, on travaille avec des réseaux, une douzaine de fédérations dans la culture et l'art. Dans ces domaines de la culture et de l'art, il y avait, il y a 10 ans, 30 000 bénévoles. Il y en a aujourd'hui 300 000, ce qui veut dire que le nombre de bénévoles a été multiplié par 10. Des gens qui s'engagent là aussi sur leur territoire pour faire qu'il y ait des activités culturelles et que ces activités culturelles ne soient pas des activités culturelles élitistes, mais que ce soit une façon de faire mieux vivre ensemble. Et je citerai encore un dernier exemple, les 1500 foyers ruraux. Là aussi, on dit c'est minuscule, c'est rien, c'est des choses, ça ne compte pas. Oui, mais dans beaucoup de cas,
dans des territoires ruraux où l'extrême droite, justement, progresse, c'est un véritable rempart au quotidien contre l'extrême droite. Parce que là, il y a des formes de solidarité qui se mettent en place, il y a des discussions qui se font avec des migrants qui parlent de ce qu'ils ont vécu et de pourquoi c'est important qu'ils puissent être accueillis dans ces foyers. Enfin, il y a une multiplicité, vous voyez, d'exemples qui montrent que aujourd'hui, il y a, et je souscris complètement à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une nécessité de réhabiliter complètement la légitimité du paritarisme qui a été attaquée. Il y a la nécessité de prendre en compte, et ça a été dit avec force aussi, l'ancrage local des luttes, hein, parce que je pense que c'est déterminant. Moi, je voudrais juste rajouter, pour qu'on en discute, un troisième pôle qui est celui des initiatives citoyennes. Parce que sur les territoires, il est très important que ces initiatives citoyennes, y compris dans leur forme balbutiante, qu'on renverse. Moi, je vois bien avec les sociologues avec lesquels j'échange, la plupart des sociologues disent « Oui, mais toutes ces émergences, c'est pas assez, il faudrait faire plus, elles sont pas si bien que ça. » Donc, tout de suite, la propension, c'est de critiquer ce qui émerge. Et si on renversait la dynamique, et qu'au lieu de critiquer ce qui émerge, on était à leur côté pour faire qu'ils fassent mieux, parce qu'ils sont déjà là, parce qu'ils sont importants dans le contexte qu'on a situé tout à l'heure. Et je pense que ça renvoie aussi à ce que nous dit une science qui est en train d'émerger, parce que depuis quelque temps, il y a aussi des scientifiques qui nous disent que nous n'arriverons pas à sortir de nos problèmes uniquement par le marché et par l'État. Il faut que nous prenions en compte d'une manière qui est beaucoup plus sérieuse et qui n'est pas uniquement une façon de mépriser. Il faut que nous prenions en compte ce qui relève de l'auto-organisation des gens eux-mêmes. Et que cette auto-organisation, qu'est-ce que nous a dit Ostrom, par exemple, qui a eu le prix Nobel d'économie, que l'auto-organisation, dans un certain nombre de conditions, est plus efficace que le marché et l'État. Qu'est-ce que nous a dit John Dewey, qui s'est opposé aux néolibéraux? Il a dit contre les néolibéraux qu'un certain nombre de domaines ne devaient pas être réservés à des experts parce que les experts étaient toujours en retard par rapport à la complexité de la réalité et parce que nous devions vivre dans des sociétés de plus en plus complexes. La seule façon de se sortir de cette complexité, c'est d'aller plus loin dans l'expérimentalisme démocratique avec les gens concernés. Donc il y a aussi une manière de faire de la science qui est en train de nous inciter à prendre plus au sérieux ces formes d'auto-organisation. Et je crois qu'il s'agit vraiment d'essayer de voir comment est-ce que ces émergences, qui sont encore considérées comme marginales, peu importantes, gentilles, mais pas plus que ça, comment est-ce qu'on peut les prendre en compte dans la conflictualité que nous avons décrite, comment nous pouvons les prendre en compte. Je crois que ça signifie quelques chantiers qui doivent être portés en commun. La défense des libertés associatives, d'abord, parce qu'aujourd'hui, les libertés associatives sont mises en cause d'une manière qui attaque l'un de ces droits fondamentaux de notre démocratie. Je pense aussi, mais bon, c'est peut-être pas le lieu d'en parler ici, qu'il y a aujourd'hui un emploi sur 10 en France qui est dans l'économie sociale et solidaire, associations, coopératives, mutuelles. Je pense qu'il y a besoin que les syndicats soient dans un dialogue à la fois exigeant, conflictuel et constructif avec cette économie sociale et solidaire pour lui éviter justement de dériver comme elle peut et comme malheureusement elle l'a déjà fait dans l'histoire. Donc je pense qu'il y a nécessité de retrouver un rapprochement entre syndicats, associations et que ceci peut peut-être se faire aussi à travers de nouveaux dialogues, de nouvelles alliances, y compris ne négligeant pas les conflits comme ça a été mentionné tout à l'heure, sur les territoires. C'est-à-dire que nous trouvions aussi des chantiers communs qui peuvent être abordés au niveau des territoires et qui peuvent être abordés avec de nouvelles alliances et en ne laissant pas de côté tout cet tissu associatif émergent qui aujourd'hui est encore trop laissé de côté, et je crois que nous en avons besoin si nous voulons véritablement aller à l'encontre à la fois du néolibéralisme autoritaire ou de l'extrême droite. Merci beaucoup. Voilà.
C'est-à-dire qu'on applaudit l'ensemble des intervenants. Je prends juste une minute ou deux pour vous dire... Ah oui, il faut que je... Voilà, c'est mieux. Je vais juste porter un tout petit peu la parole de Chloé Layet, brièvement, parce que je ne veux pas abuser de votre patience, mais on va s'arranger pour faire en sorte que ça puisse être par écrit, parce qu'en général, il y a des transcriptions après de ce que nous faisons ici. Ce qu'on avait demandé à Chloé Layet, je rappelle qu'elle est juriste, elle travaille dans Notre Affaire à tous, elle est référente du groupe Inégalité climatique, c'est-à-dire que dans Notre Affaire à tous, elle s'occupe des initiatives juridiques qui permettent de penser à la transition juste, c'est-à-dire à la fois au volet social et au volet écologique de cette transition. Ce qu'on lui avait demandé, c'était deux choses. D'abord, de réfléchir justement à ce que ça veut dire transition juste en termes de... je dirais presque de bloc social écologique, si on peut utiliser cette expression qui est dans un livre récent, et puis aussi à dire quelques mots de ce qu'elle fait professionnellement, c'est-à-dire le droit comme outil d'action citoyenne et les stratégies juridiques au service de l'action citoyenne. Sur le premier point, qu'on pourrait appeler en langage Ligue des droits de l'homme, ce serait un peu citoyenneté et transition juste, un petit peu. Ce qu'elle dit, et je ne fais que le résumer très vite, c'est qu'évidemment, il y a une urgence désormais incontestable, climatique et environnementale, on le voit tous les jours, urgence causée par des activités humaines et qui donc remet en cause les modes de vie et remet en cause aussi les positions des gens dans leur travail, dans leur mode de vie personnel, dans leur consommation. Donc c'est pas une affaire simple, c'est pas une affaire qu'on peut régler comme ça en disant on est tous d'accord pour faire autrement. Et donc par ailleurs, ces urgences sont aujourd'hui traitées massivement par des mécanismes de marché carbone, marché... Bon. Et ces mécanismes de marché, ça vient d'être dit tout à l'heure, ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas et même leurs promoteurs sont obligés de s'en apercevoir. Et donc, du coup, on se trouve face à une espèce de renvoi à une sorte de responsabilité individuelle. Nous devons changer nos modes de vie, ce n'est pas faux, mais comme s'il suffisait que les initiatives personnelles qu'on peut prendre pallient ce qui est normalement la responsabilité des États, des organisations internationales et des acteurs gouvernants. Et donc, l'idée que Chloé voulait porter, c'est d'abord qu'il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres et que les inégalités climatiques et environnementales, elles ont des causes et que ces causes doivent être traitées à différents niveaux territoriaux et qu'il faut renvoyer un petit peu les gens à leurs responsabilités là où ils ont un pouvoir de décision. Par exemple, c'est bien de dire qu'il faut moins prendre l'avion, mais enfin, le transport aérien, c'est géré par un certain nombre d'acteurs. Qu'est-ce qu'on fait en termes de régulation de ces acteurs? C'est la même chose pour les types de consommation, pour l'agroalimentaire, etc. De la même façon, quand on dit qu'il y a des inégalités énormes d'exposition aux causes de pollution et aux risques environnementaux, c'est aussi lié au recul de la régulation d'activités industrielles dangereuses et à des déficits de régulation qu'on connaît bien et qui sont quelquefois, je dirais, enfin, pas tout à fait involontaires face à des perspectives économiques. Donc, je n'insiste pas là-dessus, mais ça veut dire que, au fond, toutes les questions environnementales et climatiques aujourd'hui peuvent être traitées sous l'angle des inégalités, c'est-à-dire à la fois comme des problèmes sociaux et des problèmes écologiques qui appellent une responsabilité politique. D'où la question qui correspond à ce que Chloé Layet et ses amis font à Notre Affaire à tous, et la Ligue des droits de l'homme est une partie du collectif d'associations qui monte ces stratégies, qui est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, en dehors du fait qu'on peut se mobiliser comme citoyen par le vote, par toute une série de choses. Et donc, c'est notamment la question de l'utilisation militante du droit. Avec une idée simple, c'est que le droit permet à des gens qui se mobilisent, des individus, mais aussi des groupes, des associations, etc., des syndicats, permet de viser deux objectifs assez simples à comprendre. Le premier, c'est de faire respecter les règles. Il y a quand même des règles. Il y a des conventions internationales, il y a des lois, il y a des directives. La plupart du temps, elles ne sont pas respectées. L'État ne respecte pas lui-même les propres règles qu'il s'est fixées. Et notre affaire à tous, l'affaire du siècle, pardon, qui est une des composantes de notre affaire à tous, a fait condamner à plusieurs reprises l'État, notamment devant le Conseil d'État, pour inaction par rapport au respect des propres critères qu'il avait fixés législativement. C'est vrai de l'État, mais c'est vrai aussi d'entreprises. Ça a été vrai pour Total, ça a été vrai pour le groupe Casino, pour d'autres. À chaque fois qu'on a des violations du droit existant, même si on peut regretter que le droit existant ne soit pas plus efficace, on peut déjà faire ça. Ça a aussi un gros intérêt de mobilisation militante, c'est que ça permet de mettre le droit au service des citoyens, c'est-à-dire d'accompagner localement aussi, là aussi la question territoriale est importante, d'accompagner des groupes de citoyens locaux pour les aider à faire des recours, pour leur montrer qu'on peut demander le respect d'un certain nombre de règles et de décisions qui sont gentiment violées, alors que chacun sait que
ça demande de l'argent, il faut connaître un avocat, il faut se débrouiller avec le droit. Et donc, il y a une espèce de mobilisation collective pour aider des gens qui sont un petit peu isolés à prendre en charge cet outil. C'est d'ailleurs aussi un élément de légitimation. Elle insiste là-dessus dans son texte et c'est très intéressant. Quand on gagne juridiquement, ça veut dire que le combat écologique ou social qu'on a mené est reconnu comme légitime. Et donc, c'est pas seulement que c'est une façon de faire progresser le respect du droit, c'est aussi une manière de faire comprendre aux citoyens qu'en réalité, c'est parfaitement légitime de se mobiliser là-dessus. Je dirais même qu'on peut aller plus loin, parce que le deuxième objectif, c'est pas seulement de faire respecter le droit, c'est aussi de le faire progresser, d'essayer d'avoir des changements juridiques. Et là aussi, il y en a. Je reprends juste la citation principale dans ce qu'elle m'avait donné, mais le Conseil d'État, il y a maintenant un peu plus d'un an, en septembre 2022, a fait condamner l'État pour une action climatique, je l'ai dit, au nom du droit à un environnement sain qui a été reconnu comme liberté fondamentale. Et le fait que le droit à un environnement sain soit reconnu comme liberté fondamentale, c'est très important, pas forcément tous juristes dans la salle, mais c'est très important parce que ça ouvre plein de recours. Et il y en a beaucoup qui ont été faits depuis. Par exemple, ça ouvre le recours au référé liberté, qui permet d'agir très vite devant les juridictions administratives et de faire condamner très rapidement en cas d'irrégularité. Donc il y a un aspect symbolique, mais il y a aussi de nouvelles possibilités d'action juridique qui ont été ouvertes par ce progrès jurisprudentiel. C'est un peu comme si de la première décision pouvait en être beaucoup d'autres. Et on voit bien que c'est à la fois une reconnaissance de légitimité, puis ça permet aussi de retourner le droit contre ceux qui le maîtrisent, parce que très souvent le droit est perçu comme l'arme des dominants, quand même perçu comme quelque chose qui nous est imposé d'en haut. Et là, au contraire, on peut mettre le droit au service des droits et montrer qu'on peut retourner cette machine dans le sens qui correspond à ce qu'est la démocratie, c'est-à-dire permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits de manière efficace et légitime. Voilà, je ne vais pas plus loin parce qu'il est déjà tard, il faut qu'on ait un peu de temps pour discuter. Je vous propose maintenant qu'on fasse le dernier temps de cet échange autour d'une question qui, pour la Ligue, est très très importante, mais je pense qu'elle l'est pour nous tous, qui est la question de la démocratie sociale. Et souvent, à la Ligue, on ajoute citoyenneté sociale, c'est-à-dire l'investissement des citoyens sur ce terrain-là. Et donc, je voudrais redonner la parole aux différents intervenants, peut-être dans l'ordre inverse, pour qu'ils nous disent chacun ce qui leur paraît important au moment où nous en sommes, au moment où nous sommes, avec les enjeux d'aujourd'hui, sur cette question de la démocratie sociale. Donc, je redonne peut-être la parole à Jean-Louis Laville, puis après, on fait en ordre inverse, si vous êtes d'accord. Merci. Pour assez court, malheureusement, parce qu'on a, disons, à peu près 5 minutes chacun, quoi. Voilà. Oui, je pense que l'un des choix auxquels nous sommes confrontés, j'ai essayé de l'indiquer rapidement tout à l'heure, c'est est-ce que nous tenons à la solidarité démocratique ou est-ce que nous allons nous laisser abuser par le nouveau discours de la philanthropie? La philanthropie, depuis le 19e siècle, c'est en fait substituer à la justice la bienveillance du riche envers le pauvre, avec tout de suite la question subsidiaire, oui, mais est-ce que tous les pauvres méritent vraiment d'être aidés? Parce qu'on sait comment ils sont, les pauvres, affreux, sales et méchants. Donc, je crois que ça nous amène en complément, je pense, avec ce qui a été dit ce matin, à revenir sur la genèse de la solidarité démocratique si nous voulons qu'elle soit en mesure de s'opposer à l'offensive philanthropique, qui est une offensive mondiale. Dans différents contextes, elle est encore plus présente qu'en France, je pense en particulier à l'Asie et l'Amérique du Nord. Si nous revenons à l'histoire de la solidarité démocratique, nous nous rendons compte que la solidarité démocratique n'a pas été inventée par l'État social. Elle a été inventée dans les idées, dans les pratiques, dans la première moitié du 19e siècle, quand Leroux a inventé le mot de solidarité démocratique, c'était pour dire c'est ce qui succède à la charité en démocratie, la solidarité. C'est-à-dire que c'est l'action collective que des gens libres d'adhérer mènent ensemble et en étant égaux entre eux quand ils mènent cette action collective. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui doit être rappelé parce que cette première acception de la solidarité démocratique, elle a été recouverte par la deuxième acception, celle de ceux qu'on appelait à l'époque les sociologues ou les solidaristes, c'est-à-dire ceux qui ont mis en avant justement la notion de droit social et de redistribution. Et je crois que
le problème du XXe siècle, c'est qu'on a confondu la solidarité démocratique avec la seule redistribution publique. Évidemment, la redistribution publique est essentielle parce qu'elle permet de ne plus tendre la sébille et d'exiger de revendiquer ses droits. Donc c'est un changement d'une extraordinaire importance. Mais je crois que le problème que nous posons aujourd'hui, y compris dans la revalorisation du service public, c'est pouvons-nous inventer une action publique du XXIe siècle qui reposerait sur la co-construction entre les citoyens organisés, en association, auto-organisés, et les pouvoirs publics. Et je crois que ce qui est important et intéressant, c'est que cette évolution d'une co-construction de l'action publique qui revalorise les deux faces complémentaires de la solidarité démocratique, elle est déjà en train de s'expérimenter dans plusieurs pays, mais aussi en France, hein, à travers un certain nombre de politiques municipales, par exemple. Et je crois que nous devons aussi faire remonter mieux et discuter, mutualiser les discussions autour de ces expériences, hein, parce qu'il y a des co-constructions qui ressortent de cette logique. Et là, par exemple, modestement, on essaie de mettre en œuvre une recherche participative, puisque la recherche s'est ouverte à autre chose récemment qu'au seul laboratoire de recherche. Nous menons une recherche avec une dizaine de municipalités et des territoires ruraux sur ces nouvelles formes de construction de l'action publique qui ne sont pas descendantes, mais qui essayent de se faire à travers un dialogue avec le tissu associatif local. Et je crois que nous avons besoin aussi, comme ça a été dit, de succès, mais aussi de modèles pour voir comment ça peut fonctionner autrement. Et je crois que c'est très important pour l'avenir, soit de réaffirmer la solidarité démocratique qui suppose d'articuler la redistribution avec ce que j'appellerais la réciprocité égalitaire, c'est-à-dire l'organisation des citoyens eux-mêmes, et ceci de l'opposer fortement à la régression philanthropique qui nous est proposée. Merci beaucoup. Jérôme Voiturier. Oui, merci. Merci. Je vais répondre, mais avant de répondre, la question du droit que vous avez abordée est en effet un sujet, puisque nous réfléchissons de plus en plus à utiliser le droit pour saisir l'État sur ses absences de réponse et donc la mise en danger du public que nous accompagnons. Sur la démocratie sociale, là aussi, je parlerai de la place des associations. Moi, nous trouvons qu'elle est très en danger pour trois raisons. La première raison, c'est qu'on voit depuis un certain temps les pouvoirs publics qui font une opposition entre les corps intermédiaires et les vrais gens, pour le dire simplement, et qui remettent en cause la légitimité des pouvoirs publics. On a une multiplication des conférences citoyennes, en soi intéressantes. En soi, je ne vais certainement pas critiquer les conférences citoyennes, mais on en sent bien vis-à-vis des pouvoirs publics la volonté de restreindre la parole des associations sous prétexte qu'il faut mieux aller discuter directement avec les personnes. Pourquoi pas? Deuxième point aussi qui nous inquiète un peu, sur la liberté associative. Vous êtes tous et toutes, j'imagine, au courant du contrat d'engagement républicain qui a été adopté il y a 2 ans, qui met quand même en cause, en risque, la capacité des associations à avoir un discours sociopolitique, en tout cas de ne pas être seulement un délégataire de service public, mais d'être en capacité de proposer un projet de société ou un projet politique au sens non partisan. Et donc, je vous renvoie sur les dernières affaires Alternatiba en particulier, toutes les difficultés que nous avons à l'heure actuelle pour jouer notre rôle, non pas uniquement d'opérateur de mission de service public, mais aussi dans notre capacité d'avoir une notion beaucoup plus militante. Troisième aspect aussi où je vois qu'il y a une limitation en tout cas une limitation de la démocratie sociale, en tout cas de notre capacité en tant qu'association à être acteur de la démocratie sociale. On a un changement très clairement sur la subvention et le modèle de subvention entre l'État et les associations. Comme je disais tout à l'heure, avec un brio limité,
Je disais tout à l'heure, les associations étaient reconnues dans le fait même qu'elles étaient associations il y a encore quelques temps. On a de plus en plus des subventions de pouvoir public qui viennent en échange d'une parole critique assez limitée, pour le dire simplement. En d'autres termes, on sent bien que on est peut-être moins en capacité d'agir et d'avoir un discours critique vis-à-vis des pouvoirs publics. Voilà, donc pour ce qui est des associations, la démocratie sociale se porte assez mal, pour résumer. Merci beaucoup. Laurent Brun. Oui, quelques éléments. Si on veut remettre en avant la démocratie sociale, d'abord, le premier sujet, c'est être en capacité de critiquer les évolutions, et pas simplement sur leurs effets, mais aussi sur leurs causes. Nous sommes confrontés à quelque chose d'assez prégnant, qui est la logique libérale de déconcentration de l'État, qui amène à transférer les pouvoirs politiques sur des agences ou sur des structures qui sont jugées, entre guillemets, indépendantes, qui en réalité sont nommées, donc par définition ne sont pas indépendantes puisqu'elles sont nommées, mais qui n'ont pratiquement aucun compte à rendre et qui n'ont pratiquement aucun contact avec les citoyens. Je vous donne quelques exemples. Les autorités régionales de santé, qui déterminent toute la politique de santé et notamment l'offre régionale, sont complètement inaccessibles. Enfin, nous, on intervient, mais je veux dire, en vrai, c'est beaucoup moins accessible qu'un député, qu'un maire, qu'un élu local ou quelque chose. Et il n'y a pas d'instance aujourd'hui véritablement... on a gagné des possibilités d'intervention, mais il n'y a pas d'instance vraiment contradictoire, un peu forte, quoi. De la même manière, vous avez une commission de régulation de l'énergie qui fixe le prix de l'électricité et du gaz. Ce sont des éléments extrêmement importants. On voit dans la période ce que ça peut avoir. Donc, il n'y a pas que la question de l'élection, des choses comme ça. Il y a aussi vraiment qui exerce le pouvoir et sur quel domaine dans notre pays. Je pense qu'il faut aussi qu'on réaffirme un certain nombre de principes. Un homme égale une voix ou une femme égale une voix, évidemment. Ça, c'est un principe majeur. Or, aujourd'hui, le patronat, qui numérairement n'est pas majoritaire dans la société, a un rôle, un poids et une influence absolument exorbitante sur tous les sujets, pas seulement les sujets économiques, mais aussi un certain nombre de sujets sociaux. Et donc, il nous semble qu'il faut quand même réaffirmer qu'à un moment donné, le processus démocratique, il doit aussi tenir compte de l'avis majoritaire et des choses un peu de cette nature-là. Et dans le rapport de force, par exemple, quand on organise une manifestation massive, quand on organise une démonstration de nombre, ça doit avoir de l'influence sur les décisions. On ne peut pas continuer sur le discours actuel qui est un dirigeant politique est courageux quand il ne respecte pas l'avis de la population. Ça me paraît complètement délirant. Favoriser l'implication militante, ça c'est une évidence. Favoriser l'implication militante qui aujourd'hui est un peu en recul quand même. L'individualisme a progressé aussi. Et donc il y a des points d'appui extrêmement positifs, et c'était dit dans la culture, dans d'autres choses, mais il y a aussi un recul de l'activité militante dans la confrontation. Et donc voilà. Et puis après, gérer les contradictions, parce qu'effectivement, nous avons des contradictions à gérer importantes, et notamment sur les questions environnementales, mais pas seulement. Dans l'économie sociale et solidaire, on a beaucoup de contradictions à gérer aussi. Sur l'environnement, les contradictions, elles sont évidentes. Est-ce qu'on ferme l'entreprise parce qu'elle est polluante? Bon, première réaction, non. Mais alors du coup, est-ce qu'on continue à polluer? Et puis si on accepte la fermeture de l'entreprise, si c'est juste pour la délocaliser dans un endroit où on ne voit pas la pollution, bon, pareil, pas très intéressant. Donc on a des contradictions à gérer sur comment on fait face à ce genre de cas. Moi, un point d'alerte quand même particulier, puis ensuite une toute petite conclusion. Les instances dans lesquelles nous intervenons doivent véritablement avoir de l'effet. Parce que dans le même temps, on a ces agences, par exemple la Commission de régulation de l'énergie qui va déterminer le prix de l'énergie et qui du jour au lendemain va avoir un impact sur tous les citoyens du pays extrêmement lourd. De l'autre côté, on nous crée beaucoup d'instances, beaucoup de choses dans lesquelles on est invité à donner notre avis. C'est une logique, d'ailleurs, on ne parle plus de négociation, on parle maintenant de concertation ou d'échange. C'est une logique qui, à notre sens, est extrêmement dangereuse parce que ça développe l'idée que finalement, il y a effectivement un corps intermédiaire, une caste ou quelque chose, voilà, le tous pourri, quoi, les syndicats qui vont s'amuser dans ce genre de choses, qui leur garantissent un certain nombre d'appuis, de moyens ou autres. Et de l'autre côté, des citoyens qui continuent à galérer, qui galèrent de plus en plus.
Et moi, je pense que ça, c'est un élément de développement du fascisme, parce que le tous pourri, il s'appuie là-dessus, il s'appuie sur ces multiples lieux d'intervention qui soit sont devenus, soit ont été créés pour être stériles. Et je pense que nous avons aussi, pour revivifier la démocratie sociale, vraiment à être vigilants sur le fait que les endroits où nous exigeons de participer, soient des endroits où on produise de la décision qui a de l'effet et qui a de l'impact sur la vie des gens. Dernier petit point sur la question de la nature des services publics, parce que c'est intéressant, sur la nature de l'État. En 1938, bon, moi je suis cheminot d'origine, donc ça ne me quitte pas. En 1938, Pierre Semard déclarait qu'il n'y a pas eu de nationalisation des chemins de fer au moment de la création de la SNCF. Et pourquoi il déclarait ça? Parce qu'il partait du principe que l'État devait être propriétaire de l'entreprise, mais pas gestionnaire. Et que la gestion de la SNCF devait être confiée aux salariés et aux usagers du transport ferroviaire. C'était, à mon sens, évidemment quelque chose d'extrêmement novateur, mais ça veut dire que nous avons besoin d'interventions directes. Effectivement, la nature des services publics nécessite une intervention directe des citoyens, et on a des expériences dans le domaine. C'est une expérience qui a duré très peu longtemps, mais l'expérience des comités de ligne à la SNCF a été une expérience de démocratie directe. Et une expérience dans laquelle, ça a duré 6 ans, parce qu'ensuite ça a vite été éliminé, une expérience dans laquelle les citoyens sont venus pour exprimer leurs besoins, et petit à petit se sont créés de l'expertise. Et donc au début on pouvait leur raconter n'importe quoi, 6 ans après c'était plus possible, parce qu'ils connaissaient parfaitement comment s'organisait le transport ferroviaire. Le défaut de ce système-là, et c'est pour ça qu'il a fini par avorter, c'est que n'était pas pensé la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a exprimé le besoin, comment on fait pour y répondre, quelles sont les méthodes d'arbitrage dans lesquelles on continue à avoir des processus démocratiques sur les priorités, les moyens et des choses comme ça. Et donc ça, la démocratisation des services publics est aussi un enjeu de la démocratie sociale. Merci beaucoup, Olivier Guivat. Démocratie sociale et démocratie politique. Je voudrais partager avec vous quand même une bonne nouvelle, parce que sinon on va rentrer chez nous très triste. La CFDT gagne des adhérents, et je crois que la CGT également. Et il faut s'en réjouir, parce que le fait d'avoir plus d'adhérents qu'hier, c'est bien un signe de vitalité de cette démocratie sociale. Je crois que c'est important de le rappeler. Et la démocratie sociale a un rôle à jouer dans la lutte contre l'extrême droite. Je voudrais faire un focus sur ce sujet parce que nous souhaitons, nous voulons que ce soit su que la CFDT s'oppose à l'extrême droite. Il peut y avoir des organisations plus frileuses, et vous avez invité 2 organisations syndicales qui sont résolument opposées à l'extrême droite et qui n'ont aucun problème pour le dire. Dans la période, je pense que c'est essentiel de le savoir et de le faire savoir. Nous avons démonté la stratégie du Rassemblement national, et je crois que c'est quelque chose que vous pouvez partager. La stratégie du Rassemblement national, qui est l'émanation la plus importante de l'extrême droite, c'est la dédiabolisation, la normalisation et la subversion. Face à cette stratégie, nous disons d'abord qu'il y a une singularité de l'extrême droite. La singularité de l'extrême droite, la principale singularité, c'est le fait de fonder ses principes politiques sur des inégalités de droit et sur des discriminations. C'est en cela que l'extrême droite se singularise, et c'est pourquoi notre organisation syndicale s'oppose résolument à l'extrême droite et lutte contre l'extrême droite. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous avons 2 affirmations, deux actions spécifiques. La première, c'est que nous n'avons aucune relation avec les élus d'extrême droite. Nous refusons de leur écrire, nous refusons de les solliciter, nous refusons de répondre à leurs initiatives ou à leurs demandes de rendez-vous, à tous les niveaux que ce soit. À tous les niveaux que ce soit, du niveau local jusqu'à l'Assemblée nationale, le Sénat, et en passant par les départements et les régions, et bien sûr les mairies. Et c'est un filet de sécurité que nous instaurons et que nous allons faire respecter. Et que nous faisons respecter, mais que nous ferons toujours respecter.
Deuxième type d'action, c'est la bataille culturelle et la bataille sur les solutions. Bataille générale, en fait. Bataille culturelle parce qu'il faut continuer à utiliser notre propre langage et à se méfier du fait que l'extrême droite distille son langage, ses idées, subrepticement, par subversion. Et donc, c'est là qu'il faut se dire qu'on doit parler nous-mêmes avec notre langage, en évitant d'être influencé. Et puis, il faut travailler sur les propositions de l'extrême droite, parce que c'est là où, véritablement, nous pouvons avoir une influence dès lors qu'ils ont réussi leur dédiabolisation et leur normalisation. Et donc là, nous travaillons avec nos adhérentes, nos adhérents, nos représentants dans les entreprises et les administrations, parce qu'il faut de la proximité pour cette action-là. Il faut essayer de convaincre, de donner les arguments, d'armer en quelque sorte tous ceux qui veulent lutter contre l'extrême droite à nos côtés dans notre organisation. Les adhérentes, les adhérents, les militantes, les militants. Et puis nous travaillons avec d'autres, avec le pacte du pouvoir de vivre, c'est-à-dire avec les associations du pacte, et plus largement avec d'autres mouvements et associations qui luttent contre l'extrême droite. Et donc c'est, je dirais, une première pierre qu'on pose avec la Ligue des droits de l'homme. Nous voulons agir en fait pour tout simplement retirer le terreau de l'extrême droite. Et c'est là où j'en viens à la place de la démocratie sociale, parce que la démocratie politique ne peut pas tout. Ce que dit la CFDT, c'est qu'il y a une articulation entre la démocratie sociale et la démocratie politique. Nous ne voulons pas démonétiser en quelque sorte la démocratie politique, le rôle des partis. Nous en avons besoin justement, notamment dans notre lutte contre l'extrême droite, mais également pour mener à nos objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on en a besoin. Mais pour autant, nous voulons que les rôles soient clarifiés et que l'articulation soit bien clarifiée entre les deux démocraties. Et que l'une n'exclut pas l'autre. Et que l'une n'essaye pas de délégitimer l'autre. Donc nous refusons à la fois des politiques qui ne voudraient plus laisser aucune place aux organisations syndicales, au paritarisme, mais nous refusons aussi, comme disait Laurent, le tous pourri, le fait que finalement il n'y ait pas d'engagement politique possible, alors que dans beaucoup de partis qui sont républicains, il y a des militantes, des militants qui sont de valeur, qui ont des idées qu'il faut écouter et qui font la France d'aujourd'hui. Alors pour cette démocratie sociale, nous voulons répondre aux aspirations de nos concitoyens, parce que nous pensons que la démocratie sociale a en partie la réponse. Et là, je voudrais partager avec vous les résultats d'une étude de la Fondation Jean Jaurès sur la société idéale. Vous en avez sûrement entendu parler, elle se trouve sur Internet, elle a circulé pas mal sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que disent nos concitoyens? Ils parlent d'un besoin démocratique. Donc il n'y a pas du tout ce préjugé donc faux qui laisse à penser que nos concitoyens voudraient un pouvoir fort, l'usage de l'armée, etc. C'est des bêtises. En fait, nos concitoyens, très, très majoritairement, veulent de la démocratie, ont besoin de démocratie, mais de plusieurs formes de démocratie, en articulation. Ils ne rejettent pas la démocratie représentative, mais ils ont aussi besoin de démocratie participative, ils ont besoin de proximité, ils ont besoin de protection. Et c'est là où la démocratie sociale a toute sa place et sa légitimité, dans la gestion de la protection sociale, dans l'apport par la négociation et par le dialogue social territorial, dialogue social d'entreprise, dialogue social au niveau national. C'est là où nous organisons cette protection sociale. Et nos concitoyens, ils ont besoin, dit l'étude, d'une forme de stabilité. Parce qu'on nous a vendu une start-up nation, on nous a vendu des Françaises et des Français qui voudraient tous être auto-entrepreneurs. C'est totalement faux. En fait, il y a toujours ce besoin de stabilité, besoin d'un emploi qui soit à durée indéterminée, besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir et d'avoir ce que nous appelons ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de vivre. Et en cela, la démocratie sociale a tout à fait son rôle à jouer pour rendre soutenable la transition environnementale, pour faire en sorte que la protection sociale garde un avenir et donc puisse être financée
de manière à créer du collectif, du commun. Cette étude sur la société idéale, elle vient finalement en contrepoint de l'étude sur les fractures, dont je vous parlais tout à l'heure, qui pouvait laisser penser qu'on ne pouvait plus rien faire. Eh bien non, il y a des aspirations légitimes pour partager la valeur, pour améliorer les conditions de travail, pour parler de l'organisation du travail, pour parler des services publics, de leur présence sur les territoires, des politiques publiques locales à fort impact, le transport, le logement, la formation professionnelle. Et sur tous ces sujets-là, eh bien, les acteurs de la démocratie sociale, que ce soit les associations, les grandes organisations syndicales, ont un maillage territorial et une capacité d'action qu'il est tout à fait légitime. Et donc c'est pour ça que nous appelons en fait nos concitoyens et puis aussi le pouvoir politique à clarifier l'articulation entre la démocratie sociale et la démocratie politique, de manière à ce que nous puissions tout simplement fabriquer cette transition juste et continuer à faire société dans une paix, dans une harmonie que nous aspirons tous, et en nous méfiant, évidemment, comme je l'ai dit, des dangers très singuliers que représente l'extrême droite et qui, aujourd'hui, nous mobilisent. Merci beaucoup. Merci à tous. Je